Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler bipolarité et schizophrénie. Oui, ce sont deux troubles psychiques différents mais souvent confondus. L'un bouleverse l'humeur, l'autre la perception de la réalité, mais nos invités en parleront mieux que moi et mieux les comprendre d'ailleurs, c'est mieux accompagner ceux qui en souffrent et leur entourage. Parlons-en avec Angela Rousseva, psychiatre Yorana. Rana. Marilyn Ecker, formatrice PSSM à Fénois-Prèves, Yarana. Rana. Louise Moreau, responsable éducative de Rimahire. Yarana. Et enfin, Lucille Mouton, qui sera notre témoin d'aujourd'hui, Yarana. Rana. On va commencer déjà à identifier qu'est-ce que la bipolarité et la schizophrénie, Angela. Oui, alors le trouble bipolaire, les troubles bipolaires c'est une alternance de phases qui sont des phases d'accélération de l'humeur, de la pensée. Souvent, on pense que l'accélération est identifiée à une euphorie, à une sensation de bonheur, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt une irritabilité et ça n'est pas une hyperproductivité. Ça dégénère souvent vers une angoisse, un stress, une insomnie. Ça commence toujours par une insomnie et ça s'aggrave et ça devient de plus en plus angoissant et une alternance avec des symptômes dépressifs qui vont vers une impossibilité de se lever, de se laver, d'avoir des idées suicidaires, de perdre l'appétit et donc très souvent accompagné par un risque suicidaire majeur. Le plus grave étant les symptômes mixtes qui sont très souvent confondus avec des dépressions et qui sont à la fois une impossibilité de rester en place, une insomnie avec une très forte angoisse, donc une accélération. On dit souvent que c'est un Boeing en fin de piste qui n'arrive pas à décoller, et avec des pensées, des idées suicidaires, une culpabilité. Et c'est là où le risque suicidaire est le plus élevé. Et malheureusement, c'est là où on prescrit beaucoup d'antidépresseurs qui vont aggraver la symptomatologie dépressive et ça va augmenter le risque de passage à l'acte suicidaire. Et c'est malheureusement très peu connu. On continue à très mal connaître cette symptomatologie. On continue de prescrire des antidépresseurs. Alors que ce n'est pas forcément la meilleure... C'est le pire, en fait. C'est comme si vous appuyez sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et donc, vous allez crasher votre voiture très, très fréquemment. Et malgré la demande des patients, on continue de prescrire des antidépresseurs et donc le risque suicidaire est énorme. Et pour la schizophrénie, du coup ? La schizophrénie est un trouble qui va commencer souvent par des troubles de l'apprentissage dans l'école, avec des troubles de l'attention, donc des déscolarisations, malheureusement on va la diagnostiquer au moment de la crise où la personne, les deux maladies commencent à peu près au moment du début de maturation du cerveau, vers 18 ans, mais entre 17 et 21 ans. Et donc, ça va commencer à se manifester par entendre des voix, devenir bizarre, commencer à parler tout seul, agressivité et forte angoisse. Donc, on parlera des signes un peu plus tard et du diagnostic surtout. Avant, on va faire notre tour de table de présentation avec Louise pour continuer. Le rôle de l'association Rimahire, s'il te plaît. Yarana. Alors, la mission principale de l'association Rimahire, c'est l'accueil, l'aide et l'accompagnement d'adultes porteurs d'un trouble psychique et ou mental, stabilisé, c'est important, autour de l'inclusion, de l'insertion, de la réinsertion professionnelle. Parce que du coup, les troubles ont des conséquences sur la vie familiale, amicale, sociale et aussi professionnelle. Donc nous, on met l'accent sur l'inclusion, l'insertion professionnelle et on met en place des ateliers au sein de l'association qui vont mobiliser les compétences des personnes concernées. Justement, on va se tourner du côté de Lucille. Toi, tu vis avec un trouble bipolaire. Comment est-ce que tu as été diagnostiquée ? Alors, en ce qui me concerne, les troubles ont été diagnostiqués après plusieurs années d'errance, je dirais. Ça a commencé par une hospitalisation suite à des traumatismes personnels et autres. Et suite à cette hospitalisation, on a établi d'abord un premier diagnostic. Puis ensuite, ça en est venu plusieurs autres diagnostics. Ça a été très long. Et ce qui a fait que ça a changé à un moment donné, c'est que, en fait,
j'avais plusieurs dépressions tout le long des années qui s'accumulaient. Et puis j'avais ces phases d'euphorie aussi, où on a l'impression qu'on est invincible, qu'on peut tout faire, etc. Et puis il peut y avoir aussi des troubles psychotiques, bref, transitoires à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que c'était un petit peu difficile d'établir un diagnostic précis entre schizophrénie, bipolarité. Toi, tu en avais déjà entendu parler en amont? Oui, en fait, je m'étais un petit peu renseignée parce que quand on tombe dans les troubles, on se pose des questions. Donc, je regardais des émissions aussi et puis je demandais l'avis des experts psychiatres. Mhm. Mais j'ai dû avoir plusieurs diagnostics avant d'avoir le bon. On va parler de PSSM avec toi, Marilyn. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît? Donc, PSSM, premier secours en santé mentale. Donc c'est, Bien devant ton micro, s'il te pardon. plaît. C'est une formation qui a été créée donc, en 2018, donc c'est assez récent, qui s'est inspirée d'études canadiennes de 2000. Et c'est vraiment des portées scientifiques, médicalement éprouvées et vraiment encadrées au niveau de la partie pédagogique. Mhm. On a vraiment tout un PowerPoint bien défini qui est remis à jour très régulièrement. Et l'idée de ces formations en premier secours en santé mentale, c'est de pouvoir accompagner les personnes au mieux, donc former, expliquer ce que c'est que donc ces maladies qui peuvent être difficiles à comprendre en tout cas, et former l'entourage, parce que souvent on ne sait pas comment réagir. Mais justement, comment ça se passe? Puisque quand on parle de santé mentale, c'est ce qui se passe du coup dans le cerveau, mais comment est-ce qu'on apporte les premiers secours quand ça se passe ici? Alors justement, on a tout un déroulé, on va dire, pédagogique. On a un plan d'action. Je voulais amener ici. Donc ça s'appelle aérer. Donc A qui veut nous dire du coup comment approcher les personnes qu'on sent qui sont pas forcément très bien, de manière vraiment bienveillante en fait. Comment les aborder tout simplement. Ensuite, on a écouter, donc le E de écouter, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment pareil en toute bienveillance d'être dans une bonne écoute sans forcément être dans le jugement, mais prends sur toi, c'est pas grave, etc. Des petites phrases qui justement il ne faut surtout pas les employer. Ensuite, on est dans le R de réconforter, informer, donc expliquer qu'en fait ces pathologies, on n'est pas seul à les vivre. Et puis ensuite, on va encourager à orienter vers des psychiatres, des psychologues. On a tout le réseau en fait de ressources importantes à avoir en tête. Et enfin, on finira par donc renseigner sur d'autres ressources parce que des fois, quand on parle de psychiatre, ça fait un petit peu peur. On se rend compte qu'il y a plein d'autres solutions, en tout cas pour aider ces personnes. Tu nous parlais de bienveillance justement, Angela. On parle bien qu'on a un trouble et on n'est pas un trouble. On n'est pas bipolaire, on a un trouble bipolaire. Oui, exactement, parce que ça fait 28 ans que j'exerce la psychiatrie et donc je fais partie j'ai été formée par le professeur Le Boyer qui a créé les centres experts. Et donc, ça fait 28 ans. Donc, du coup, j'ai eu énormément de patients souffrant de troubles bipolaires et de schizophrénie. Et donc, justement, voyant que c'est très difficile, c'est toujours on diagnostique très, très jeune, ces maladies. Et donc, forcément, c'est très stigmatisant. Donc, j'ai toujours insisté en disant à mes patients que on n'est pas bipolaire, on n'est pas schizophrène, on a un trouble bipolaire, on a un trouble de l'ordre de la schizophrénie. Mais donc, comme on n'est pas diabétique, on a un diabète parce on peut pas s'identifier à une maladie. On est un être humain, on a des valeurs humaines et comme ça, on s'approprie la maladie et on peut s'occuper. Donc ça fait partie de la psychoéducation. Et justement, dans le trouble bipolaire, pour revenir à Lucille, c'est qu'il y a plusieurs troubles bipolaires de type 1, de type 2, de type 3. Et donc de type 1, il y a des symptômes psychotiques uniquement pendant les phases. Donc contrairement aux troubles schizoaffectifs où il peut y avoir des symptômes psychotiques, dont des symptômes délirants, en dehors des phases. Et donc c'est très clair, il n'y a pas à hésiter entre les deux diagnostics. Donc justement, c'est qu'on n'a pas à se poser la question, c'est que c'est très différent. C'est très, très différent. Louise, vu que tu accompagnes des patients, qu'est-ce qui justement met à mal l'idée d'avoir un trouble bipolaire? Qu'est-ce qui est stigmatisant?
le regard des autres, déjà, et son regard à soi. Parce qu'on parle de stigmatisation par les autres, mais d'auto-stigmatisation à partir du moment où on sait qu'on va pas bien. Il y a le regard jugeant déjà intrafamilial de la famille. Il y avait un jeune qui devait venir aujourd'hui sur le plateau, qui en a parlé à sa famille, et sa famille lui a dit si tu vas là-bas, si tu te montres ta tête, on fait une croix sur toi. Ah oui, carrément. Donc, il y a vraiment une scission entre la famille et les personnes quand il y a une honte, vraiment un tabou. Même. Voilà, il y a une honte, un tabou par rapport à cette problématique de santé mentale, en fait. Comment est-ce qu'on peut se faire dépister, Angela, justement, dans cette idée de pouvoir être dans la bienveillance et dans le diagnostic? Alors déjà, c'est qu'il y a quand même une hérédité, une héritabilité. Donc, si on a un parent ayant fait un parent qui s'est suicidé de façon violente, donc il y a quand même, c'est la probabilité d'avoir dans des apparentés de premier degré déjà qui sont porteurs et qui peuvent avoir un trouble. Donc il faut être attentif. Donc trouble dans le cadre de la schizophrénie ou du trouble bipolaire, donc il faut être attentif, surtout quand dans la prescription des antidépresseurs en première intention. Si il y a des troubles d'apprentissage dans le milieu scolaire, donc il faut être plus attentif plus prudent, donc il faut accompagner, ce qui est quand même malheureusement c'est compliqué. Et après, si on a des parents ayant soit un trouble dans la schizophrénie, diagnostiqué schizophrénie ou trouble bipolaire, donc il faut être attentif, il faut déjà informer. Il ne faut pas dire que c'est une fatalité, mais la probabilité d'avoir chez les enfants le même trouble est de 30-32%. Il en est de même de l'âge parental. C'est qu'avec un père ayant plus de 50 ans, il y a le risque d'avoir un enfant souffrant de schizophrénie est de multiplier par 4, et pour une mère d'avoir un enfant ayant un trouble bipolaire est multiplié par 1,7. Alors justement, on parle de famille, on va étendre à la famille et aux amis. À quel moment est-ce qu'ils peuvent intervenir, ils doivent intervenir, Marilyn? Est-ce que quand on est témoin d'un comportement qui est inquiétant, par exemple? Oui, l'idée c'est de pour moi, l'idée c'est de le prendre au plus tôt, c'est-à-dire que plus tu vas commencer dès le début des premiers symptômes, plus Viens devant sera ton micro, facile, s'il te plaît. Oui. du coup, de pouvoir mieux accompagner ces fameuses personnes. Donc, ça peut être en effet la famille, les amis, les collègues, puis même on peut trouver quelqu'un qui est du coup en pleine crise psychotique dans la rue. On va parler maintenant des difficultés principales. Lucille, quelles sont-elles? Alors, pour parler des difficultés principales, déjà, c'est lors des moments de crise, quelquefois, pour ne pas dire la plupart du temps, nous, on ne s'en rend pas compte. C'est l'entourage qui s'en rend compte. Et ça peut arriver dans n'importe quel milieu. Et les crises peuvent arriver dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire que moi, notamment au niveau professionnel, j'ai eu quelques crises pendant une période où je travaillais, et ça a été très, très difficile parce que à ce moment-là, on perd son travail, on perd tout. On peut perdre aussi sa famille, son conjoint, ses amis. Tout le monde nous tourne le dos parce qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi on est dans ces états-là. Si en plus de ça, le diagnostic n'est pas tombé, pour eux, il n'y a pas d'excuse. On est catalogué comme folle, quoi. Et c'est vraiment compliqué de vivre avec, parce qu'en fait, les gens, comme c'est une maladie qui ne se voit pas, les gens pensent qu'en fait, on est tout à fait normal et qu'on vit les émotions comme tout le monde. Mais en fait, on vit les émotions vraiment différemment, je dirais, très intensément, en fait. Que ce soit dans le positif comme dans le négatif, et même dans mon cas, moi, dans les phases psychotiques, en fait, c'est compliqué parce qu'on peut voir des choses, entendre des choses, et à la fois avoir un trouble de l'humeur accéléré ou alors dépressif, jusqu'à aller à des tentatives de suicide qui s'avèrent de réelles tentatives de suicide, où j'ai fini en réanimation, par exemple. Et pour se relever, ça a été très, très, très compliqué.
Mais heureusement, j'ai eu la chance d'avoir ma maman à mes côtés qui a toujours détecté quand ça n'allait pas. J'ai aussi ma famille, mes parents, mon conjoint qui est à mes côtés, qui me soutient et qui me supporte. Et puis, je suis passée également par le centre Rimaere dans un premier temps, quand j'ai été diagnostiquée en 2017. Et là, c'était une phase où j'étais pas du tout expressive comme aujourd'hui. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais plus à m'exprimer. J'étais dans une dépression vraiment plus que profonde. Et j'étais pas du tout alerte comme aujourd'hui. Mais ça m'a pris du temps. J'ai mis 1 an dans ce centre. Et puis ensuite, grâce à l'éducatrice spécialisée de l'époque, j'ai pu intégrer des stages de formation. Et ces stages de formation m'ont permis de me réintégrer socialement dans la vie active. Et petit à petit, j'ai fait d'autres formations et puis j'ai continué à chercher du travail, à travailler. Et... Justement, on va parler de cet accompagnement dont tu viens de nous parler, Louise. Comment ça se passe concrètement ? Alors, concrètement, Rimaere propose 5 ateliers à caractère professionnel aujourd'hui. Je pense que ça a un peu évolué en termes d'accompagnement. On propose 5 ateliers à caractère professionnel, enfin 4 exactement. Les chantiers espaces verts, la cuisine, l'horticulture et MH, la maintenance et hygiène des locaux et artisanat. Ça a un peu évolué. Et un 5e atelier qui est une section à temps partiel pour toutes les personnes qui ne peuvent pas intégrer un atelier à temps plein ou qui sont en perte d'autonomie. Donc on leur permet d'avoir des activités occupationnelles mais aussi de maintenir ou développer certaines compétences. C'est ce que j'allais te demander, comment est-ce que ça les aide ? En fait, ça développe les compétences dont tu viens de parler ? Oui. Dans la section STP, tu veux dire, ou dans tout... Dans tous ces ateliers, dans ça tous permet... ces ateliers, il y a un lien avec l'autonomie, en fait. Oui, il y a un lien avec l'autonomie. Il y a surtout une prise en compte de la personne dans son individualité. Quand les personnes arrivent à Rimaere, font une demande d'admission, on part de leur rêve professionnel. Et après, on va co-construire un parcours d'accompagnement qui est lié à ce rêve professionnel, en fait. Alors, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est la stabilisation. Est-ce que tu peux nous en parler, Angela ? Donc, stabilisation, crise, décompensation, c'est quoi ces termes ? Alors, la crise, donc la décompensation, c'est quand on est devant le maximum. C'est la manifestation des symptômes les plus aigus. Donc, justement, donc les symptômes les plus aigus, c'est justement, comme dit Lucide, donc là, quand on la prend pour une folle, donc c'est dans les symptômes maniaques, c'est quand on parle très vite, quand on est très agité. On a même, moi j'ai eu même des collègues qui se sont déshabillés, ont eu des relations sexuelles, ce sont des médecins, donc justement dans des congrès, après avec la honte derrière, les dépenses énormes avec mise en danger justement, socio-professionnelle, la mise en danger financière. J'avais en hospitalisation un garçon de 15 ans et demi, il était en fureur maniaque, là c'était carrément avec un maximum de médicaments, mais il était presque en train d'escalader les murs, donc là c'est une mise en danger physique, il aurait pu mourir parce qu'il se déshydratait, etc. La stabilisation, je suppose, c'est passé et la au-delà stabilisation, c'est quand on est non seulement en convalescence, c'est quand il n'y a plus aucun symptôme, c'est la stabilisation, c'est entre 2 phases. Et donc justement, c'est que faut savoir que dans des urgences extrêmes comme la fureur maniaque, mais aussi dans la mélancolie dont parle Lucille, le traitement idéal, celui qui est très stigmatisé avec vol au-dessus d'un nid coucou, mais c'est la sismothérapie, c'est ce que vulgairement appelé les électrochocs, qui n'existent plus depuis longtemps, depuis plusieurs années en Polynésie, et malheureusement, parce que justement on sort de la crise même pas en 2 séances, et donc ça rétablit, ça reboote le cerveau, ça le reprogramme, ça fait repousser des neurones, donc ça protège le cerveau et ça arrête la crise, donc ça permet de sortir de la crise en même pas une semaine. Mais il n'y a pas un côté un peu violent quand même? Mais pas du tout, mais justement c'est ça, on s'imagine ça parce qu'en fait on met une anesthésie généralisée et donc la personne elle dort, elle ne bouge même pas, on enregistre la crise uniquement en électricité, et la personne ne bouge pas, et donc en fait c'est parce qu'il n'y a plus ce côté, on n'a pas ce côté violent, c'est qu'il est juste dans l'imaginaire à cause des films, etc. C'est ce que j'allais dire, en fait les films nous ont donné une mauvaise image. Mais c'est ça, parce qu'on enregistre une crise d'épilepsie, mais on l'enregistre uniquement sur le tracé, et cette crise d'épilepsie,
reprogramme le cerveau. Et donc, la crise d'épilepsie, justement, provoque va augmenter et recaler donc la repousse neuronale. Donc, en fait, alors, le lithium est aussi un médicament qui est le plus recommandé. Donc, il protège le cerveau, il va faire repousser les neurones. Et donc, idéalement, on l'initie dès le début, mais il va mettre plus de temps pour stabiliser. Et alors que là, dans la mélancolie et dans l'état maniaque très, très décompensé, aussi bien, et dans les schizophrénies résistantes, on va avoir besoin. Et dans la stabilisation, c'est en effet, une fois qu'on est sorti de la crise et qu'on est sorti de... On a récupéré au maximum. Donc. On vient de parler de ces idées reçues, par exemple, oui. sur ce dont tu viens de nous parler. C'est pour ça qu'il y a des formations, Marilyn. Est-ce que tu peux nous parler de ces idées reçues qu'on enlève grâce aux formations PSSM? Alors, les idées reçues, ça peut être ces personnes, elles sont folles. C'est beaucoup de peur, d'incompréhension parce qu'on a du mal à s'imaginer en fait ce que ces personnes peuvent vivre en fait, au quotidien. Donc, si je peux rebondir sur les hallucinations, nous justement en formation, on fait du coup des mises en situation où on va faire la simulation d'entente en fait de paroles pendant que la personne est en train de parler et se concentrer sur justement un jeu de rôle. Et souvent, ça fait vraiment prendre conscience de plein de choses quand on fait des mises en situation, des jeux de rôle. Lucille, dans la même idée, est-ce que toi aussi tu as été confrontée à des idées reçues? Tu nous disais tout à l'heure, on pense que la personne qui est en face de nous est fou ou folle. Est-ce que tu en as eu d'autres? Oui, on pense aussi qu'on est dangereuse. Il y a plein d'autres idées reçues. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens mieux, tu te sens stabilisé Oui. et tu as une ouverture plus grande sur la profession par exemple ou par rapport à tes amis? Alors aujourd'hui, je suis stabilisée après avoir traversé des moments de crise très intenses il y a quelques mois. Malgré tout, aujourd'hui, je suis stabilisée et ce qui est... est-ce que tu peux répéter la question? Pas de souci. Je te disais par quoi s'est passée justement cette stabilisation? Par la prise du traitement. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué avec cette maladie, c'est que comme justement ça ne se voit pas et qu'on a un entourage ou des amis qui sont tout à fait normaux, qui ne prennent pas de traitement, on se dit, moi j'ai envie d'être comme eux. Du coup, on arrête les traitements. Et on peut pas se soigner forcément sans traitement, Angela? Non, on peut pas. Donc, on sait que dès qu'on arrête, mais que ce soit pour la schizophrénie ou pour le trouble bipolaire, quand on est stabilisé, si on arrête, il y a un risque de rechute dans l'année qui est de 50% et 80% dans les 2 ans. En général, les personnes rechutent dans le mois ou les 2 mois. Alors, l'autre piège du trouble bipolaire, c'est que les personnes, elles ont un souvenir qui est calé au meilleur moment de l'euphorie. Et donc, ça, c'est leur norme. Donc, c'est vraiment... Ils oublient tous qu'il y a eu tous les autres inconvénients. Et dès qu'ils vont mieux, ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oh non, mais c'est vraiment pas bien. Et oh, j'étais tellement heureux avant. Oh, et hop, ils arrêtent. Mais ils arrêtent tous. À Paris, j'avais 255 patients en file active, 165 patients qui avaient un trouble bipolaire. Ils ont tous arrêté. Il y avait des chercheurs, des médecins, voilà. Tous, ils ont arrêté. Et à chaque fois, ils me disaient « Non, mais cette fois-ci, c'est bon. C'est la bonne. » Et à chaque fois, ils rechutaient. Et puis, ils me disaient « Vous avez raison. » Je dis « Mais je sais, j'ai toujours raison. Ça fait quand même, c'est bon. » Mais à chaque fois, on fait la même expérience. Le problème, c'est que plus on arrête, plus on devient résistant. Et chaque épisode d'excitation est 40 fois plus neurotoxique qu'un épisode de dépression. C'est-à-dire, on perd des neurones en plus. Et donc, plus on a des répétitions, plus on augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment savoir qu'il faut préserver son cerveau. Sinon, on est perçu comme des emmerdeurs, parce qu'on répète la même chose. Donc, il faut prendre le traitement, il faut prendre le traitement, il faut prendre le traitement.
mais il faut garder le traitement. Alors on le voit, on pourrait parler pendant au moins 2 ou 3 émissions des troubles bipolaires et schizophrènes. Pour terminer très rapidement en une petite trentaine de secondes, Louise, un autre conseil, mis à part prendre ces traitements, un autre conseil, se faire accompagner, ne pas avoir honte de se faire accompagner. Ouais, ne pas avoir honte de se faire accompagner et puis profiter justement de tout ce panel de professionnels qui existe. Le réseau est hyper important et en train de se développer, en tout cas en Polynésie française aujourd'hui, je pense. Et pour vous renseigner, les premiers pas à faire, c'est d'aller par exemple sur le site fenoiprev.com. Vous pouvez donc vous renseigner sur les différentes formations qu'il y a autour de la PSSM, les premiers soins, premiers secours en santé mentale. Et bien sûr, le Facebook de Rima Here Tahiti, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un renseignement. Les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci mesdames d'avoir répondu à mes questions. Ils peuvent aussi venir nous rencontrer à FAA. Voilà, tout simplement. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir conclure notre émission. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée sur TNTV. Maruri Tutato Farerir A Trahoma Parhena.